Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Alors au sommaire de notre quotidienne aujourd'hui, nous parlerons des centres d'entraînement concernant le volleyball et le football aux îles Loyauté. Nous en parlons avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, nous parlons de la violence à l'école. Comment lutter contre ce fléau? Eh bien, les élèves d'une des écoles de Robinson, dans la commune du Mont-d'Or, ont enregistré un CD. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et Éducation. Et enfin, nous parlerons de la bouée de la Monique. Donc la Monique qui a disparu le 31 juillet 1953. D'ailleurs, c'était le plus grand drame concernant la Nouvelle-Calédonie. On en parle avec Camille Monnier dans notre rubrique C'était hier. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour, je reçois aujourd'hui Thierry Camérémoin. Donc vous êtes le directeur de Radio Djido. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci. Alors on peut rappeler que Djido, même si beaucoup le savent aujourd'hui, en langue foin-i, donc c'est l'aigu qui sert à attacher les bottes de paille sur les toits de la case traditionnelle. Donc un outil, on peut dire, indispensable à la case. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Radio Djido, nous raconter un peu l'histoire et dans quel contexte cette radio a été créée? Donc à savoir que c'est un outil de lutte. Radio Djido a été créée en 1985. On va fêter 30 ans en 2015, l'année prochaine. Dans le contexte du pays, la parole kanak n'était pas très diffusée. Donc c'est pour ça que les responsables de l'époque ont jugé utile de se doter d'un outil radio. Alors, il y a eu plus que ça, puisqu'il y avait la radio et un journal écrit qui s'appelait Buenondo. Donc nous, on a survécu à la trentaine d'années qui est en train de s'écouler là. D'accord. Alors, cette radio a été créée quand même pendant les événements. Donc c'était vraiment dans un contexte assez particulier. Oui, ben, j'ai dit tout à l'heure, pour aller vite, que la parole kanak, elle n'était pas... Elle n'avait pas voix de cité dans les espaces publics dans le pays, donc c'est pour ça que la radio a été créée. Donc s'en est suivi, en 86, pour prendre un exemple, la naissance du Kaneka, dans la foulée de tout ce qui a été porteur de l'identité kanak, la radio étant un des outils. Donc voilà, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, 29 ans après, donc vous l'avez dit, on va fêter les 30 ans l'année prochaine, est-ce que les objectifs sont toujours les mêmes? Ben, Djido, ça reste un lien, un outil qui sert à tisser des liens entre les différentes populations de notre pays, aussi diverses et variées que la population l'est. Accompagner le processus de décolonisation, ça reste aussi une mission de la radio dans le cadre des accords qui ont été signés en 1998. Et donc nous, à travers nos magazines, à travers nos journaux, à travers nos reportages, on essaye de traduire le développement de la décolonisation dans le pays. Donc voilà, c'est à ça qu'on s'attache. Alors là, la ligne éditoriale de 2004, elle rajoute le volet accord Nouméa, puisque c'est à partir de 1998 que l'accord Nouméa est voté dans le pays. Donc c'est à partir de ça qu'on l'a intégré également dans nos orientations. Alors justement, vous avez mentionné l'accord de Nouméa. Il y a eu d'ailleurs un rendez-vous il y a pas longtemps. Donc il a eu absence de quelques parties durant justement ce comité des signataires. Comment Radio Djido fait le relais avec cette rencontre? On a, nous, comme quand on en a la possibilité, on est associé à toutes les grandes missions qui jalonnent la vie du pays, que ce soit les missions du fer de lance quand les missions sont ici. Bon, au plan national, c'est les comités des signataires. On a régulièrement assisté. Au dernier, on y a participé. Puisque c'est un rendez-vous majeur de ce qui se passe dans le pays. Donc, avec les moyens qui sont les nôtres, on continue à être un témoin. Après, le débat interne, c'est le débat interne. Et la radio, elle traduit les débats tels qu'ils se produisent. On n'a pas à juger de... Oui. C'est pas notre taf. Alors, quand on parle de Radio Djido, on est obligé de parler de politique. Donc,
Le but, c'est aussi de former des journalistes engagés. Hein. On connaît Nicole Waya qui est partie aujourd'hui, également Lucienne Moret aussi, qui sont des grandes journalistes qu'on voudrait rendre encore hommage aujourd'hui. Comment se passe aujourd'hui la formation des journalistes? Est-ce qu'il faut forcément des journalistes engagés pour Radio Djido? C'est notre ligne éditoriale qui nous engage sur la voie de la décolonisation. Donc forcément être informé sur le processus de décolonisation dans le pays et après des processus qui se passent ailleurs dans le monde. L'engagement qui est recommandé quand on fait le recrutement, c'est d'être au courant de ce qu'il y a dans son pays, de connaître son pays. Après notre apprentissage, tout à l'heure, vous parlez de Nicole Waya et de Lucienne. Même s'il y a un processus, une formation sur le tas qu'on continue de faire, on est de plus en plus tourné aujourd'hui vers les écoles de formation. On a fait le choix ces dernières années de passer par le Pacifique avant d'aller par l'université de Fidji. Il y a la dernière qui est partie, c'est Magali. Dans le processus, disons, français, par le biais de Cadre Avenir, on en a eu un certain nombre qui sont passés et qui officient aujourd'hui dans d'autres médias de la place. Donc voilà, le choix qu'on a fait là, c'est de passer par le Pacifique, puisque la volonté générale dans le pays, c'est de le réinsérer dans la zone du Pacifique. Donc on accompagne... c'est notre manière d'accompagner la décolonisation qu'il y a dans le pays. Alors, techniquement, donc, il y a des relais un peu partout dans le pays pour capter Radio Djido. Est-ce qu'aujourd'hui, Radio Djido, on peut l'écouter partout, sur tout le pays? Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Radio Djido? On a disons que sur notre dernière cartographie des relais qui nous permettent de diffuser, on est à 98% de couverture. Il nous reste peut-être quelques zones d'ombre à couvrir, mais ça, quelques relais à prendre. Sur Belep et sur Cougnier, sur l'île des Pins, pour avoir une couverture globale. Mais sinon, sur la Grande Terre et les îles, les 3 îles, à l'heure d'aujourd'hui, on couvre pratiquement l'intégralité de ces zones-là. Donc voilà. Pour la partie radiodiffusion, donc après sur la structuration interne, on a 3 antennes sur Lifou, Maré-Ouvea, une sur Koné et une sur un bureau sur Wailou qui nous permettent d'envoyer du son à partir de ces endroits-là. Selon un programme établi, selon des conventions établies entre le Nord et les îles. D'accord. Alors, vous êtes présent également dans plusieurs événements que organisent les communes, donc on appelle des décentralisations. Donc, comment vous vous organisez? C'est quoi l'objectif en fait? C'est d'être présent auprès des gens? La radio, elle a également le volet radio de proximité. Donc, la numérisation, on est à l'ère de la numérisation aujourd'hui, nous permet d'envoyer du signal d'à peu près pratiquement n'importe où dans le pays. Il y a encore quelques zones là, sur lesquelles on va, où c'est que la DSL n'est pas présente, mais après, il y a d'autres systèmes qui nous permettent d'envoyer du signal. Mais on peut le faire de n'importe où. Après, nous, sur les 4 dernières années, on a dû développer auprès des communes, des populations, une manière de faire pour montrer qu'on pouvait le faire de n'importe où, puisque la numérisation du pays, elle le permet. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape où c'est plus les communes, où là on va être sur le festival Charabing, là on va être sur le festival Anourambro, donc
des partenaires qui sollicitent la radio parce qu'ils ont besoin de faire connaître, par le biais de notre antenne, ce qui se passe chez eux. Si je prends par exemple Charabine, c'est carrément à l'extrême, là-haut, à Poum. Et donc là, vous avez les problématiques liées comment dire ça, à la dépopulation de cette partie-là du pays, mais qui est liée au développement. On a les enfants qui viennent sur la Grande Terre, on a, et du fait de ces phénomènes-là, les îles de Tanlo, de Wangeban et de Yandé, elles se vident pour une période déterminée parce que les parents suivent les enfants qui viennent pour la scolarité sur cette partie. Je pensais rien que cet exemple-là, ça. Et il y a un besoin de communiquer. Voilà. Donc ces décentralisations permettent de valoriser plutôt la commune. Donc l'année prochaine, on fêtera les 30 ans de Radio Djido. C'est aussi une occasion de promouvoir le Kaneka qui a beaucoup évolué aujourd'hui également, Thierry. Oui, le Kaneka, il est sorti. Il est sorti du pays. Enfin, c'est comme nous, la radio, on émet sur Internet aujourd'hui depuis 4-5 ans. Alors on participe à le faire connaître à l'extérieur. NCTV va aussi participer par sa diffusion à faire connaître ce qui se passe. Donc on est dans le monde. Hein. On peut plus rester derrière l'horizon. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous voit. Donc une occasion d'exporter notre musique. Voilà. Alors pour terminer cet entretien, Thierry, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens qui nous écoutent aujourd'hui? Le message, c'est les liens, il ne faut pas les briser. Il faut, malgré, c'est difficile des fois, alors nous, on est souvent entre les deux, à porter des vérités qui peuvent être définies d'un côté comme de l'autre, et on a tout le temps à être entre ces deux vérités, des fois qui s'affrontent, mais en même temps qui s'affrontent, on a à les porter. Alors, voilà, il ne faut pas rompre les liens. Les passerelles, il ne faut pas les rendre, parce que ça nous permet des fois souvent ça nous permet de continuer à espérer. Et ceux qui font souvent les passerelles, on ne s'en rend pas trop compte sur le coup. C'est avec le temps qui passe qu'on se rend compte de ce qu'ils font. Et voilà, tous ceux qui sont chargés de faire ce travail de passerelle, il faut les protéger. Voilà. Donc c'est sur ce message que s'achève cet entretien. Donc Thierry, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, alors quoi de neuf ce lundi? Salut Lise et bonjour à vous à la maison. Eh bien écoute, plein d'infos pratiques encore aujourd'hui à donner à nos amis à la maison. Donc on va commencer tout de suite avec un avis justement à l'ensemble de la population du pays. Attention, l'accès à l'îlot Goéland est interdit. Donc depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars. Donc ça comprend l'îlot Goéland ainsi qu'une zone tampon de 200 mètres. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant cette période, l'îlot sera le site de reproduction pour des sternes. D'accord, donc faites attention, n'allez pas les embêter, laissez-leur... Tout à fait. D'ailleurs, il est demandé à nos amis qui font plaisanciers ou qui font des sports nautiques de choisir une autre zone pour aller faire leur activité pendant ce temps-là. Okay. Attention, si vous ne respectez pas ce présent avis, eh bien, vous êtes passible d'une amende et d'une peine de prison. D'accord. Voilà, vous serez pénalisé. Et bien voilà, tout le monde est prévenu. Et nous, on continue avec un autre sujet important, donc la campagne d'inscription
à l'internat et à la cantine du côté de Koné. Voilà, c'est ça. Tout à fait, Élise. Donc, c'est à l'attention des parents d'élèves qui fréquenteront le collège de Koné ainsi que l'ALP, la SE de Beaupop. Donc, les inscriptions et les réinscriptions des élèves boursiers et non boursiers d'ailleurs feront l'objet d'un dossier qu'il faudra aller retirer auprès de l'internat. Donc voilà, il sera notamment demandé de fournir une quittance d'électricité ou d'eau ainsi qu'une attestation de bourse, pardon. Et puis la période pour vous inscrire, eh bien, c'est du 12 novembre au 12 décembre. Un mois, mais les dates à bien noter, quoi. D'accord. Et ensuite, on parle de la tournée d'information sur le recrutement du RSCMA. Tout à fait, Élise. Alors, le RSCMA sera présent du côté de la mairie de Puebo le 6 novembre, donc à partir de 8h30. Et il sera également du côté de nos amis à Ouégoua, là, à la mairie, à 10h30 le même jour. Le but, bien sûr, c'est d'informer les jeunes sur le recrutement du RSCMA. Pardon, je bug un peu aujourd'hui. C'est pas grave. Et ensuite, on fait un point sur les permanences judiciaires en province Nord. Alors, notez bien les dates. Permanence juridique, tu vois, il n'y a pas que moi qui bug. Donc voilà, les permanences juridiques gratuites en province Nord pour cette semaine. Ça commence à Pointe-Gimier, donc à l'annexe de la province Nord, de 8h à midi, donc aujourd'hui. Et puis ce sera aussi demain, du côté de Vaud, de 8h à midi aussi, au centre d'accueil des femmes en difficulté. Voilà. Et direction le complexe culturel, donc de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie, donc à Koné. Hein. Oui, on va plutôt du côté de l'auditorium du complexe culturel, comme tu disais, qui organise un concert afin de promouvoir les artistes qui ont, durant cette année, sorti un CD. Donc voilà, pour promouvoir un peu leur album et l'artiste en lui-même d'ailleurs. Donc ça se passera le vendredi 31 octobre à partir de 19h donc, au complexe culturel. Il y aura aussi une deuxième date, le samedi 1er novembre, mais cette fois-ci du côté du magasin Théari. Et puis on est à Koné, on y reste avec une petite info, il y aura une grande collecte de vêtements, qui est organisée par le SAS Pacifique Environnement, le Secours catholique, la Croix-Rouge. C'est dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc ceux qui habitent à Koné village et qui souhaitent participer, notez qu'il faut au préalable retirer vos autocollants auprès des bureaux des SAS Pacifique Environnement ou alors auprès de la Croix-Rouge. Voilà, il faut retirer cet autocollant et le coller sur un poche en plastique dans lequel vous allez mettre tout ce que vous n'utilisez plus en bon état, donc que ce soit les vêtements, les chaussures ou les ceintures, les sacs, les mettre dedans. Et le 27 novembre, il y aura la collecte dans tout le village. Donc il y aura un camion exprès qui passera un petit peu avant le camion ordinaire qui ramasse les poubelles. Là. Il va passer devant les maisons. Il va passer devant les maisons, il va récolter exclusivement ces pochons-là. Voilà. Donc notez bien, si vous voulez participer le 27 novembre, il faudra donc déposer ce sac à côté de votre conteneur, à côté de votre poubelle en fait. Et puis pour ceux qui souhaitent participer, qui ne sont pas de Koné, mais qui sont des tribus ou des villages autour. Ou des autres provinces, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, mais là l'opération se passe exclusivement sur Koné. Donc si vous souhaitez participer, vous avez 2 dates pour lesquelles vous pouvez aller emmener vos dons. Donc les 27 et 28 novembre, au bureau des SAS Environnement. Voilà. Il y a un numéro de téléphone aussi si vous souhaitez avoir des renseignements. Donc le 05 05 06, un numéro vert et gratuit. Sachez que ce qui va être récolté, ce que vous allez donner va être trié et puis réparti aux personnes qui en ont besoin. Et on termine avec la journée Solidarité Malampa du côté de Touo. Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, la Touo a été jumelée avec Malikolo Vanuatu. Donc, dans le cadre de ces échanges, elle organise la journée Solidarité Malampa. Donc, ça aura lieu le samedi 1er novembre sur le site de Vieux Touo. Au programme tournoi sportif, bingo, concert, les animations qu'on peut trouver d'habitude. Hein. Et puis, il faut savoir que cette journée sert à récolter des affaires et aussi des fonds pour aider notamment les enfants de 0 à 15 ans qui sont sur l'île de Malikolo. Voilà, donc on fait appel à la générosité des Calédoniens pour ces 2 informations. Merci Davina, on te retrouve demain pour l'agenda du pays. Oui, à demain Elise, au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre ami Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Alors aujourd'hui dans ces sports, direction les Îles-Loyauté, donc une région qui se construit avec la création notamment de plusieurs centres d'entraînement dans plusieurs disciplines. Bonjour Jimmy. Bonjour Élisée, bonjour le pays. La province des îles vise l'excellence sportive en mettant en place
Plusieurs centres d'entraînement communaux. Cette région lance un message fort auprès des instances sportives du pays, celui d'apporter des structures régulières pour former le potentiel des jeunes talentueux qui résident en province des îles. Alors, combien y a-t-il de centres d'entraînement? Alors sur l'île d'Iaï, Élise, il existe 3 centres d'entraînement pour 3 disciplines, le football, la voile et le volleyball. Sur Djehou, on peut noter l'existence de 4 centres d'entraînement, voile, volley, football, mais également le tennis. Et enfin sur Nengoné, c'est comme sur Ouvéa, voile, volley, football, donc 3 disciplines pour 3 centres d'entraînement. Donc chaque île dispose en moyenne de 3 structures, des structures qui ont été créées l'an dernier avec pour objectif de dispenser des entraînements de qualité pour la jeunesse sportive loyaltienne. Alors, quelle est la catégorie d'âge concernée? Les minimes et les benjamines, c'est-à-dire les moins de 12 ans et les moins de 14 ans. Ce sont en effet des collégiens et leur emploi du temps est régi justement de la manière suivante. Donc pendant l'année scolaire, les jeunes pensionnaires des différents centres, ce qui représente en moyenne une vingtaine de pensionnaires, suivent 3 entraînements hebdomadaires dans leurs centres communaux. Et durant les semaines de vacances, ils se retrouvent donc pour des stages dits de perfectionnement. Un rassemblement qui donne lieu à plusieurs rencontres sportives, volleyball, football, voile et tennis. C'est un véritable moment de partage leur permettant de jauger le niveau et de déterminer le travail qui reste à fournir. Alors, le dernier regroupement en date s'est déroulé donc au stade de Nassé à Lifou. Une trentaine de jeunes s'étaient retrouvés. Voilà Elise, dans les différentes catégories, une véritable immersion dans l'esprit compétition qui a permis donc aux encadrants de pouvoir leur enseigner quelques conseils d'hygiène de vie essentiels à la pratique d'un sport de manière intensive. C'est beaucoup de rigueur, mais beaucoup je dirais, de bonne humeur. C'est ça qui est bien, c'est de pouvoir pratiquer toujours dans la bonne humeur. Donc que chaque jour, les pensionnaires des différents centres travaillent, se perfectionnent, toujours dans la réflexion. Car bien entendu, les thèmes évoluent. Je parle des thèmes de travail qui sont mis en place au sein des séances. Donc au fil de leur progression, et ça a commencé par la maîtrise des fondamentaux techniques jusqu'au placement tactique. C'est le cas des volleyeuses sur Ihaï, du centre communal d'entraînement. À Ihaï, le volley occupe une place importante et ça, c'est pas moi qui vous le dévoile aujourd'hui. Et ça se sent notamment dans ce reportage signé Duke Menango. 3 touches obligatoires, c'est bon? Jouez. Joue au filet, voilà. Devant encore. Assia, c'est trop derrière. Regarde. Là, Assia, elle vient de faire ça. Elle vient de faire une passe comme ça derrière. Fais la passe au filet. Ça, Heidi, elle peut attaquer. Allez-y. Voilà, au filet, la passe, au filet. Ah, devant. Le centre communal d'entraînement, il a commencé l'année dernière sur les 3 îles, Marais, Lifou, Ouvéa. Sur chaque île, pendant la période scolaire, on entraîne les filles au volleyball et les garçons au foot. Et donc, ce centre communal, on a objectif de détecter les meilleures volleyeuses et volleyeurs pour que la première semaine de vacances, on regroupe tous ces jeunes-là à Lifou pour créer la sélection provinciale île de volleyball et de football dans les catégories minimes et benjamines. On a détecté les meilleurs, quoi. On fait un suivi. Donc l'année dernière, on avait un groupe, par exemple de Survie, on avait des filles qui étaient minimes 2e année. Et cette année, qui sont partis à Nouméa, voilà, il y en a qui ont intégré des clubs à Nouméa, il y en a qui n'ont pas intégré par rapport aux études. Sinon, au niveau de la continuité des filles, elles s'entraînent, elles continuent à s'entraîner. On a réussi à envoyer une fille au CTE, au centre territorial d'entraînement de la Ligue de volleyball, et qui est partie en métropole l'année dernière. Cette année, pardon, qui a fait les volleyades d'avril et qui est détectée pour une future entrée en pôle espoir en métropole, au mois de décembre. Donc pour les exercices ici, on fait du 2-2 sur demi-terrain, donc sur du 14 mètres, sur 7 mètres de largeur et 14 mètres de longueur, donc c'est des benjamines. Donc l'objectif ici, c'est de maîtriser les fondamentaux techniques. La réception, la passe, l'attaque, le contre, la défense. Donc voilà, c'est des jeux à effectif réduit pour développer la technique. Donc voilà, on ne peut que développer la technique avec des entraînements où les jeunes ils touchent plus de ballons. Donc voilà, là on est sur du 2-2. Pour le football, on participe à des tournois sur Nouméa, comme le tournoi de l'OMS de Païta. Donc on a aussi le tournoi de Carambeu qui se déroule sur Canala. Voilà, l'année dernière, on a participé aussi avec des jeunes. Donc voilà, avec la structure, voilà, on essaie de les faire déplacer pour
pour les faire progresser dans la discipline. On essaie de tirer ces jeunes-là vers le haut niveau. Si on a l'opportunité un jour de les faire jouer en équipe territoriale et plus tard jouer en métropole, ben voilà, ça sera une réussite pour nous, que ce soit dans le volley ou le football. En fait, donc sur les îles, on n'a pas de championnat d'île au niveau, on n'a pas de championnat au niveau du volleyball. On n'a que des regroupements. Donc voilà, les jeunes ils font des regroupements. C'est dommage, il faudrait faire un championnat pour que les jeunes soient assidus, réguliers et jouent régulièrement. Parce que là, on ne fait pas assez jouer nos jeunes. On s'occupe toujours des seniors, mais on ne s'occupe pas assez des jeunes. Donc voilà, par l'intermédiaire du centre communal d'entraînement, voilà, c'est vrai qu'on fait quand même une sélection, mais voilà, on essaie déjà de donner des, comment on appelle, une chance aux meilleurs de s'entraîner régulièrement avec 3 entraînements par semaine pour les faire progresser. Au niveau des joueuses, donc c'est la majorité, elles n'ont pas l'habitude de s'entraîner, voilà, comme je vous le dis, on n'a pas assez d'entraînement en club, oui, on n'a pas du tout. Donc voilà, nous on essaie d'inculquer aux jeunes surtout ça, la culture de l'entraînement. Déjà venir en tenue, venir en chaussures, venir s'entraîner surtout parce que la majorité des jeunes ils viennent pour jouer au ballon. Donc voilà, c'est 2 états d'esprit différents. L'essentiel, c'est pas de venir taper le ballon, comme Nathan dit, c'est venir apprendre. C'est vrai qu'on vient jouer, mais c'est pas venir jouer. Comme à la tribu, c'est venir apprendre des choses ici au pôle. Ben moi, ce qui est essentiel, c'est que à la tribu, quand il y a des tournois, ben, ils ne viennent pas nous entraîner. Notre équipe, ça fait que, comme là-bas, ils ne nous entraînent pas trop, ben ici, on apprend aussi à s'entraîner. Il y a des étapes. Par exemple, depuis le début avec Nathan, on attaque, mais on ne fait pas d'appui. Là, petit à petit, on améliore nos appuis avec nos attaques. On apprend à casser les coudes, à terminer nos gestes. D'habitude, on tape, la balle, elle fait out. Là, quand on tape, ça tape dedans le terrain. 14 ballons, Mélodie, amène les sacs avec les cerceaux. Plus vite, parce qu'après, vous allez manger vite. Arrêtez les ballons, Nouma, arrêtez les ballons. D'un côté, c'est un peu difficile parce qu'on termine le pôle, puis après on est obligé d'aller vite se baigner, de faire des choses vite fait. Ça fait qu'on prend le temps après à préparer les affaires pour l'étude. Quand on arrive à la salle d'études, on n'a qu'une heure à faire les devoirs. Des fois, on n'a pas le temps de terminer nos leçons, on est obligé de rester encore à la salle d'études jusqu'à 9h à peu près. Et les surveillants viennent nous avertir de rentrer. Ça fait qu'on n'a pas le temps de terminer nos devoirs. On arrive à gérer, à terminer nos exercices quand on fait. Oui, on arrive à réussir malgré qu'il y a le pôle. Pour moi, c'est un avantage que Nathan nous entraîne. Parce que c'est rare que je vais à la tribu pour m'entraîner. Ça fait que pour moi, j'aime ce que Nathan fait. Parce qu'au moins, il pense à nous. Il nous aide à réussir notre objectif. Parce qu'on veut réussir dans la vie. Moi, c'était mon sport depuis petit, le volley. Ce que Nathan nous apprend ici, bah, quand on arrive à la tribu, bah, on peut faire montrer aux grandes sœurs, grands frères, aux petits frères, petites sœurs, les aider aussi à améliorer le volley. Parce que ce que Nathan enseigne, faut appliquer aussi à la tribu. Il faut faire montrer qu'on est au pôle et on suit des enseignements qui sont bien. Notre présence ici à la salle Verret, c'est pour l'entraînement de la sélection cadette de volleyball de la province des îles Loyauté pour préparer les PTOM. Donc c'est un tournoi entre les pays et territoires d'outre-mer avec Tahiti, Wallis, Futuna et la Nouvelle-Calédonie. C'est les filles des 3 îles, enfin des 4 îles, donc Lifou, Mare, Uvea, Tiga, qui ont été sélectionnées qui ont été détectées soit depuis plusieurs années ou soit qu'on a détecté cette année. Donc la majorité sont scolarisées sur Nouméa parce que les cadettes elles sont déjà au lycée sur cette tranche d'âge. Et après il y a des filles qu'on fait descendre des îles aussi tous les week-ends. Donc une fille de Marais et 3 filles de Lifou. Donc il y a aussi des filles qui sont encore minimes qu'on surclasse pour la compétition, comme elles font partie du centre provincial île d'entraînement. Quelques filles qui n'ont pas pu descendre ce week-end, parce que c'est par rapport à la réservation et le paiement des billets d'avion, on a toujours un peu des petits soucis avec ça. Donc il arrive que des week-ends, les filles ne puissent pas venir. Et après, en contrepartie, ces filles-là qui ne peuvent pas descendre le week-end, elles s'entraînent déjà entre 2 et 4 fois par semaine aux îles.
Donc ça compense un peu leur absence et ça handicape un petit peu le collectif, quoi. Normalement, c'était les cadets champions de l'an dernier. Donc en garçon, il me semble que c'était l'AS Païta et en filles, c'était les cadettes de l'AS Lossi qui étaient championnes territoriales. Et après, je pense que les clubs, peut-être par souci financier, où il y a dû avoir des petites difficultés pour y participer. Donc à l'AG de la Ligue calédonienne de volleyball, ils nous ont proposé, comme nous on met en place les filières d'excellence et qu'on a un suivi sur les jeunes, qu'on aille représenter la Nouvelle-Calédonie. Il y a certaines filles qui sont dans le groupe là. Donc elles ont déjà été en France avec les sélections minimes. Donc ça c'est pour les volleyades. Donc elles sont déjà parties soit avec Michel Néoun, soit avec d'autres cadres de la Ligue. Et après il y a d'autres filles qui sortent du territoire pour la première fois, oui. On a créé les centres communaux d'entraînement sur chaque île. Les centres provinciaux, le centre provincial île d'entraînement qui est un regroupement toutes les premières semaines de vacances de 15 jours. Et là, le bilan, il nous paraît positif puisqu'on a plus de filles qui rentrent en sélection Calédonie minime. Là, on en a plus de 5 qui sont convoquées là, pour octobre, donc le dernier regroupement. Et après, en fait, toutes les finales territoriales minimes, Benjamin et en UNSS, pareil, minime, Benjamin, on a retrouvé nos filles des centres d'entraînement. Donc, quelque part, elles apportaient un plus dans l'équipe dans lesquelles elles participaient. Donc d'ailleurs, on a reçu la félicitation du directeur de l'UNSS qui a constaté aussi cette évolution. Et là, on vient de faire les inter-îles jeunes à Marais. Et toutes les finales, les équipes étaient composées des filles des centres d'entraînement. Comme je le disais, par rapport à cette équipe-là, la difficulté, c'est qu'on a un souci au niveau de la continuité du dispositif. Parce qu'aux îles, au niveau des centres d'entraînement communaux, il y a 2 catégories. Donc il y a les benjamines et après il y a les minimes. Et après, dès que les filles passent cadettes, en fait, elles viennent au lycée sur Nouméa. Et donc nous, il y a même certaines filles qui commencent depuis le CM2. Et les filles là-bas s'entraînent entre 2 et 4 fois par semaine. Et après, la difficulté, c'est que dès qu'elles sont scolarisées sur Nouméa, sur le suivi, on voit qu'on a une coupure parce que les filles, après, derrière, elles vont en club ou elles rentrent en section sportive. Et après, il n'y a que 1 voire 2 entraînements par semaine. Et tout l'apport technico-tactique qu'on a pu faire au préalable, il est un petit peu en déperdition, faute de structure qui canaliserait, je dirais, l'excellence territoriale au niveau du volleyball. Et ça, c'est un petit peu le handicap qu'on a parce que nous, on travaille toute la semaine aux îles. Après, il faut qu'on prenne l'avion pour venir sur Nouméa, pour prendre la sélection cadette. Et on voit que si on avait le même travail qu'on faisait aux îles avec les cadettes, on aurait une marge de progression qui est énorme. C'est un peu notre difficulté en ce moment. À Lifou, je pratiquais le volley depuis petite et j'ai commencé à bien le pratiquer au collège. Je faisais partie de la section au collège de Naïzami. Je suis descendue ici sur Nouméa, c'est pour continuer le volley comme au lycée mon lycée aujourd'hui, lycée Jules Garnier, il y a la section aussi là-bas. Je continue la section là-bas. Cette année, c'est la première fois que je participe à une sélection. Première fois que je voyageais aussi. Avec les filles, ça va, les entraînements, on s'entraîne bien, on s'entend. Cette année, je passe mon bac histoire et français. J'espère que l'année prochaine, je vais passer mon bac. Et si j'ai mon bac l'année prochaine, je compte aller continuer le volley en France. Voilà un reportage signé Duke Menongo. Donc on vient de voir des jeunes volleyeuses. Ce sont ces volleyeuses même qui ont fait partie de la sélection des îles Loyauté. Une sélection qui a regroupé bien entendu les meilleurs éléments donc des 3 centres d'entraînement de Marais, de Lifou et d'Ouvéa. Et puis c'est surtout cette sélection qui a représenté la Nouvelle-Calédonie durant les PTOM, une compétition qui s'était déroulée durant les semaines de vacances d'octobre sur l'île de Wallis et Futuna. Alors que l'on soit d'accord, Jamie, ces structures, ce sont justement des centres d'entraînement
et non pas des pôles. En effet, Élise, ce sont deux structures différentes. Je parle bien sûr du pôle, des pôles espoirs et des centres d'entraînement communaux. Bien qu'elles soient similaires dans le fonctionnement, c'est-à-dire organiser des séances régulières, et là en l'occurrence pour le centre d'entraînement, c'est 3 fois par semaine avec un programme établi pour l'ensemble de l'année. On ne peut pas dire que ces centres d'entraînement sont des pôles espoirs, tout simplement parce que pour être un pôle espoir, il faut déjà avoir un label, ce que nos centres d'entraînement n'ont pas, bien évidemment. Et puis, il y a également un cahier des charges à respecter pour être un pôle espoir. Et la première consigne à respecter, c'est d'avoir au sein de son centre une section mixte, comme on dit. Alors, ce qui signifie que l'ensemble des sportifs étudient dans le même établissement. Voilà, une section mixte donc, avec des jeunes, des sportifs qui font l'école dans le même établissement, comme tu viens de le dire, ce qui ne l'est pas le cas actuellement, car la plupart des volleyeuses qui font partie de ce centre d'entraînement, eh bien, certaines font l'école dans le nord de l'île, du coup, ils doivent se dans le déplacer, sud. quoi. Et il y a le déplacement, donc le transport, un véritable problème que rencontrent toutes les disciplines du pays, parce que derrière le transport, eh bien, il y a une mobilisation, une organisation, toute une logistique à mettre en place et qui revient, ça a un coût et puis voilà, c'est une autre difficulté pour les disciplines et voilà, on le voit avec ce centre d'entraînement, il ne peut pas devenir pôle espoir tout simplement parce qu'il n'a pas de section mixte. D'accord. Et puis le truc, c'est que si demain tous les élèves, tous les étudiants se mettent dans le même établissement, eh bien, certaines écoles du nord ou du sud de l'île devront fermer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le nombre d'élèves nécessaires pour pouvoir maintenir une école ouverte. Donc voilà, c'est une véritable problématique. Alors, une fois que les jeunes rentrent dans les centres, dans ces centres-là, quel est leur avenir plutôt? Alors, leur avenir, je dirais qu'il dépendra de leur performance. Déjà, il faut rappeler que l'objectif de ces centres d'entraînement communaux, c'est de pouvoir former ces jeunes, de leur inculquer tout ce qui est base, tout ce qui est culture tactique et culture au niveau du placement. Après, voilà, ça c'est tout le travail qu'ils doivent réaliser. Après, tu as le sportif qui doit faire sa part du travail. Donc l'objectif c'est ça, mais c'est aussi de façon à ce que lorsque le sportif se rend sur Nouméa pour les études, donc il est obligé de se rendre à Nouméa, une fois qu'il passe en catégorie cadet, c'est synonyme de, voilà, il est en 3e, il passe en seconde, il n'a pas encore de lycée, la plupart sont obligés de se rendre à Nouméa. D'accord. Et donc ici, une fois qu'il arrive ici, il vient intégrer tous les clubs existants. Donc l'objectif majeur aussi, c'est de pouvoir former les jeunes pour qu'ils puissent intégrer les grandes structures, c'est-à-dire les grands clubs, aussi bien dans le volley que dans le football. Mais c'est aussi leur donner les moyens de pouvoir briller en sélection et de pouvoir participer durant les compétitions internationales. Voilà, ça fait partie, je dirais, des objectifs de ces différents centres, mais qui restent à l'échelle locale. Après, tu as aussi la possibilité de pouvoir briller dans les compétitions internationales, ce qui est le cas de la jeune Rokuald, qui est originaire de la tribu de Kirikich à Lifou. Elle faisait partie du centre d'entraînement de Lifou, de volley. Et là, actuellement, elle évolue dans un pôle espoir dans l'Isère, donc en métropole, voilà, dans une région métropolitaine. Elle a été repérée par des recruteurs internationaux, des recruteurs étrangers durant les Volleyades. La Volleyade, c'est une compétition qui regroupe un peu toutes les équipes, toutes les sélections ultramarines, mais également quelques sélections régionales de la métropole. Et donc, elle a eu la chance, elle a tapé dans l'œil, comme on dit, d'un recruteur. Et là, actuellement, elle est dans un pôle espoir. Le matin, elle fait l'école. L'après-midi, elle s'entraîne. Elle pratique sa discipline. Et puis, donc, c'est tout bénef pour nous. Et peut-être qu'un jour, elle pourra être signée un contrat professionnel. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est pour dire que, voilà, là, je dirais que c'est le facteur chance qui rentre en compte. Mais à l'échelle locale, voilà, l'avenir, il y a ces différentes marches-là à établir. Et à suivre, alors, tu le disais, c'est tout bénef. Il y a quand même, un bel avenir qui se profile justement pour ces pensionnaires. Oui, s'ils veulent faire de leur sport favori plus tard leur métier, c'est-à-dire de la voile ou du football, du volley, du tennis, je dirais que rien n'est impossible. Il y a pas mal d'étapes à franchir, de nombreux sacrifices à faire et surtout un gros travail au niveau de la culture tactique et technique.
On a la caractéristique d'être des guerriers, avoir le bon physique, mais après au niveau tactique, c'est là où ça pêche. Et ça se voit au niveau des résultats des rencontres contre les pays du Pacifique ou les clubs métropolitains. Après, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà, et peut-être qu'on aura notre label et avoir notre propre pôle espoir. En tout cas, c'est un bon début d'avoir ces centres d'entraînement. Merci Jimmy. Merci Élise et merci à vous à la maison. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc on parle éducation contre la violence dans les écoles. C'est vrai que malheureusement, donc on dénombre ces dernières années de plus en plus d'actes d'incivilité donc entre nos jeunes. Alors que faire pour enrayer ce phénomène ? Alors, bonjour Élise et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors c'est vrai que nous aussi, la Calédonie, nous ne sommes pas épargnés par ce phénomène de société qui touche énormément de pays. Donc bien évidemment, il y a des professionnels de l'éducation qui tentent de faire quelque chose, qui se mobilisent et puis qui agissent à leur niveau pour tenter d'enrayer en fait ce phénomène de société. Parce qu'il est important, Élise, que nos enfants aillent à l'école dans un climat je veux dire, serein, et que dans l'école elle-même, il règne aussi une bonne ambiance et puis des bonnes relations entre les gens, quoi. Voilà. Alors dis-nous, lorsque l'on parle de violence, il ne s'agit pas uniquement d'une bagarre entre individus. Exactement, Élise, parce que figure-toi que dans le terme violence, il y a tout un tas en fait d'actes d'incivilité et puis bien évidemment de comportements répréhensibles auxquels on ne pense pas forcément. Alors je vais te donner quelques exemples. Bon, il y a les insultes, il y a les moqueries, il y a également les menaces, parce qu'avant d'en arriver justement aux coups, il y a intimidation. Des échanges aussi verbaux. Oui, exactement. Et puis, on trouve également, si tu veux, les bousculades, le racket en fait partie. Et puis également la publication de vidéos et de photos, en fait, mettant en scène une victime dans une mauvaise posture. Ah tu vois, on ne se doute pas que dans le mot violence, il y a autant de choses qui sont impliquées, quoi. Ça prend une telle ampleur. Exactement. Ouais, tu as raison. La propagation de rumeurs en fait également partie. Et puis, dans ce terme violence, on trouve également le cyberharcèlement. Tu sais qu'avec nos nouvelles technologies utilisées aussi par nos jeunes, il y a aussi des possibilités auxquelles on ne se douterait, auxquelles on ne se doute pas. Et je peux te donner un petit exemple pour le cyberharcèlement. Il peut s'agir, par exemple, d'usurpation d'identité ou de piratage aussi d'un compte mail ou même peut-être d'un profil. Et là, c'est la mode en ce moment, ce genre de comment on appelle ça, de piratage. Voilà, du piratage, c'est courant depuis qu'Internet a évolué. Alors là, tu parlais des types de violences. Est-ce qu'il y a beaucoup justement ici en Nouvelle-Calédonie ? En fait, il est un peu difficile de chiffrer, si tu veux, les actes de violence dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse de l'école primaire, des collèges et puis des lycées. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe pour les établissements secondaires publics un moyen de comptabiliser, si tu veux, les actes de violence graves. En fait, les chefs d'établissement sont obligés de déclarer tous ces actes de violence graves, en fait, grâce à un logiciel national qui s'appelle le CIVIS. Et à partir, si tu veux, de cela, on peut arriver, si tu veux, à comptabiliser un petit peu le nombre d'actes de violence qui se produisent dans les établissements scolaires. Et ça existe depuis 2008. Alors, pour préciser ce fameux sigle à nos téléspectateurs, le CIVIS, ça veut dire, en fait, le service d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, Élise. D'accord. Alors, on parle des problèmes, mais on peut aussi également parler de prévention. On peut se servir d'ailleurs de la musique, du sport, par exemple. Oui, exactement, Élise. On le sait d'ailleurs, le sport, pratiquer un sport est un bon moyen, si tu veux. Un bon vecteur on va dire, un bon moyen de se retrouver et puis de faire du sport dans de bonnes conditions, d'étudier dans de bonnes conditions. Ça permet des échanges.
Oui, tout à fait. Et puis aussi, Élise, il nous apprend aussi, il nous inculque des valeurs qui sont fondamentales, telles que l'esprit d'équipe, telles que le respect de l'autre. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a aussi toute une notion de solidarité dans le sport qu'il ne faut pas aussi négliger. Donc, c'est un vrai vecteur d'éducation et d'éveil à la citoyenneté. Les professionnels le disent. C'est d'ailleurs pour ça que la discipline, elle est enseignée à l'école. Et puis, tu parlais de musique. La musique aussi, forcément, elle est vecteur aussi de messages de paix et d'amour. On sait pertinemment qu'une chanson, elle touche le cœur des hommes. On se sert souvent de la musique pour faire passer nos messages. C'est connu ici, même partout dans le monde entier. Exactement. Donc, forcément, c'est un bon moyen de toucher les personnes et de dire ça suffit aujourd'hui, on arrête ces actes de violence. Alors, on va découvrir de suite l'initiative d'une institutrice en fait d'une école de Robinson qui se trouve donc sur la commune du Mont-d'Or. Alors, Song for Peace, voilà, c'est le nom de ce CD en fait qui comprend des musiques qui sont enregistrées par les enfants. Grâce à Jamie Waimo, on va découvrir tout de suite le projet. À la base, nous en sommes venus à ce projet par rapport à des problèmes de violence et d'incivilité dans l'école. Donc nous avons travaillé en équipe et il y a eu des actions mises en place pour essayer de juguler cette violence. Donc le cycle 2, notamment 3 classes de CE1 et une classe de CE2, s'est attelé au projet d'enregistrement d'un CD sur la violence. Donc le titre du CD, Song for Peace. Étant enseignante depuis de nombreuses années, la violence à l'école a toujours existé. Maintenant, ça dépend ce que l'on appelle violence. C'est surtout des incivilités, des petites bagarres entre gamins, comme ça peut se passer également à la maison. Nous, on a voulu faire une action parce que les petits qui arrivent donc, du groupe scolaire, les CE1, arrivent dans une nouvelle école, ils sont entourés de grands et ça arrive qu'ils se fassent ennuyer par les grands. Donc on a sensibilisé aussi bien les petits que les grands de l'école. On sait que le chant, c'est quelque chose de fédérateur, donc les enfants ont vraiment adhéré au projet et les effets attendus, bien sûr, on les note déjà maintenant, puisqu'on note un apaisement du climat scolaire, surtout durant les récréations, comme je vous l'ai dit, et puis aussi une meilleure prise en compte de l'autre, le respect de soi et également des autres. Donc on a travaillé beaucoup au niveau du vivre ensemble. Alors, je vais vous écouter. On chante Toi plus moi et Fly Me to the Moon. La violence, c'est pas bien. Et si on répond par la violence, c'est pas bien parce que ça veut dire qu'on est méchant et qu'on n'est pas gentil avec les autres et qu'on n'aura pas d'amis si on reste méchant. Moi, ce projet, j'en pense que c'est très bien. Comme ça, au moins, on n'aura plus à se disputer. Et puis, comme ça, au moins, on respectera la loi dans l'école. La loi de l'école, elle dit qu'il ne faut pas se taper dessus, il ne faut pas jeter des cailloux, et il faut pas être méchant. Et aussi, il ne faut pas taper sur les autres. Là, le projet, on va aller au studio pour enregistrer un CD. Et pour le vendre et vous pouvez l'acheter sans problème. Et on a tous le même soleil et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une attente, peut encore.
Le CD aura 8 morceaux, 2 morceaux par classe. Donc nous sommes dans une école bilingue, donc chaque classe a choisi une chanson en français, une chanson en anglais, donc qui sont voilà, des reprises sur des instruments, sur une version instrumentale en fait. Donc voilà, donc il y aura 2 chansons de Grégoire, Toi plus moi et Soleil. Il y aura Fly Me to the Moon, What a Wonderful World, Imagine et encore 3 autres chansons que mes collègues sont en train de travailler. Donc là, les enfants, ils participent à un concours pour la réalisation de la pochette, donc Song for Peace. Donc ils font des dessins et le dessin sélectionné sera la pochette de l'album. L'APE s'est porté volontaire pour nous aider, mais bon, ça représente quand même un coût important. Et comme c'est un projet qui a germé depuis le début d'année, qui n'était pas prévu depuis l'année dernière, on a des difficultés à avoir voilà, des subventions. Parce qu'en général, ce genre de projet doit être fait l'année d'avant pour pouvoir avoir des financements. Donc on se retrouve un petit peu dans une impasse au niveau financier. Donc on va voir si on peut avoir des appuis au niveau des institutions. C'est qui va partir en premier? Tout le monde, vous chantez tous ensemble, d'accord? Donc on part tous en même temps. Moi j'entends pas, ça va être à vous, hein? Ok? Oui. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. À deux amis, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus loin que nos rêves. On peut. C'est ce que j'ai dit aux autres enfants. Vous faites comme si le micro là, c'était un regard de bébé et vous lui chantez la chanson juste pour lui. C'est l'histoire entre vous et ce petit bébé. D'accord? Comme ça, vous arrivez à vous concentrer dessus. D'accord? Voilà. Les enfants sont dans l'école en question à Robinson et je suis très proche des maîtresses, très proche des enfants, normal. Il y a eu des petits excès de violence relative entre les enfants l'année dernière à l'école et avec la maîtresse Céline, donc on a décidé de monter quelque chose. Mon rôle à moi, il est minime, hein, c'est évidemment les instituteurs et les élèves qui ont tout fait. Moi, on m'a surtout contactée pour être en contact avec un studio d'enregistrement. J'ai fait l'intermédiaire entre tout ça et puis je pouvais pas les laisser comme ça en mode débrouillez-vous. Inch'Allah. Donc du coup, je suis là avec eux du matin au soir. Je les assiste, je donne le rythme, je câline les enfants. J'essaie de leur donner de la force et de la lumière pour que le résultat soit probant, quoi. Moi, je suis ingénieur de son. Je suis là voilà, dans un jour de travail normal et les enfants arrivent avec leur énergie, leur positivité. Ils me ramènent à leur boule hein, de musique et d'appels pour la paix, tu vois, dans les écoles et tout. Et c'est ça, c'est super, je suis super contente. Il faut être pédagogue, ouais, il faut les guider, il faut rentrer dans leur monde, il faut faire qu'eux, en fait, ils comprennent que c'est un boule, que c'est un échange, qu'on chante ensemble, que c'est, tu vois, qu'il y a un message à passer. Et, ouais, ça se passait très très bien. À la fin, on écoutait ensemble. Là, ils étaient surexcités. C'est juste parfait. Je suis trop contente. Après, il y a lui qui fait. Écoutez. Vous laissez quand même. Je préfère le garder. Ouais, mais c'est ça. Il est soulagé. Voilà, donc une belle initiative pour rappeler les règles élémentaires hein, de respect de soi et donc et du lieu où l'on va à l'école. Et puis on a tendance à oublier, mais il y a quand même un règlement à l'école, Marie-Hélène. Hein. Eh oui, c'est vrai, celui-là aussi, il faut le respecter. Faut le respecter, ouais. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Hein. D'ailleurs, tu as vu la petite Mathéa Bluet que tu avais reçue sur le plateau, donc certains spectateurs ont dû la reconnaître. Ouais. C'est un beau discours, en tout cas, elle parle bien. Oui, hein, c'est vrai, pas timide la petite. Ouais, pas timide, et elle comprend que la violence ne résout pas les choses, quoi. Hein. Exactement. À l'école surtout. Hein. Bah, tout à fait.
fait. Et tu sais, moi, ça m'a fait penser à une petite troupe d'artistes, en fait, français, tu sais, qui se mobilisent chaque année pour la solidarité, pour les sans-abri. Donc, les voir comme ça, chanter tous ensemble, ça m'a fait penser à cette troupe d'artistes-là. Et ce travail d'équipe a dû forcément rapprocher les élèves. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Exactement. Et puis, tu sais, il y a aussi ce petit côté magique avec l'enregistrement en studio, parce que, comme ça, les enfants, ils ont découvert cet univers-là. Oui, peut-être c'était la première fois qu'ils rentraient dans un studio de musique. Eh bien oui, certainement. Et puis voilà, c'était comme les vedettes de la chanson. Ils ont pu découvrir les coulisses du studio, d'enregistrement, et puis aussi un métier, celui d'ingénieur du son. Donc, c'est intéressant pour eux aussi. Et peut-être un reportage pour nous dans la rubrique Job Éducation. Et puis, pour revenir donc à la violence, on le rappelle plutôt jamais assez. Tout le monde est concerné par justement ce fléau. On a besoin de vous tous pour le combattre, l'éradiquer. Donc, les enseignants, le personnel éducatif, les élèves, les parents, les associations, les collectivités territoriales. Et oui, nous sommes tous concernés, c'est certain. Et tu te souviens du débat qui avait eu lieu en 2010 sur l'école calédonienne. Donc, figure-toi que parmi les thèmes qui avaient été débattus, il y avait justement un thème sur la violence. Alors, la question qui était posée, c'était comment prévenir et lutter efficacement contre la violence et les incivilités. Alors, au quotidien, quelles actions sont menées justement pour que les jeunes prennent conscience que c'est mal d'avoir une attitude irrespectueuse vis-à-vis de l'autre? J'ai lu en fait un article dans la presse qui faisait état en fait d'une initiative menée par une institutrice qui enseigne dans une école de Canala. Alors suite, si tu veux, aux incivilités et puis un petit peu à l'arrogance des tout petits, elle a décidé en fait de mettre en place en fait un programme d'éducation en fait à la citoyenneté qui intègre les valeurs chrétiennes, qui sont le partage, le pardon, et puis bien évidemment l'hospitalité, et elle souhaite que ce programme concerne également les parents et puis les enfants de 3 à 12 ans. D'accord. Et en ce qui concerne la sanction, donc il y a les pour, les contre. Alors les sanctions, justement, c'est un moyen de corriger la faute. C'est vrai, mais il faut effectivement qu'il y ait une explication derrière la sanction en fait. Il ne faut pas sanctionner et s'arrêter là en fait. La sanction, elle prend toute sa dimension lorsque l'enfant qui a été puni comprend pourquoi il a été puni. Voilà. Et puis aussi, durant cette sanction, l'objectif c'est aussi qu'il apprenne sur lui-même, voilà, pour éviter de reproduire en fait la mauvaise action. Et tu sais qu'il y a certains élèves qui sont accompagnés aussi dans cette suite plutôt à une sanction, soit effectivement s'il y a par exemple une exclusion, à une autre possibilité de scolarisation, et puis aussi tout simplement pour comprendre. C'est toujours le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Il faut comprendre les choses. C'est comme à la maison, quand nos parents nous interdisent de faire quelque chose, ils nous expliquent tout de suite dans la foulée pourquoi ils nous interdisent de faire cet acte-là. Il y a ça aussi, soit on est sanctionné, il faut aussi également pardonner si on est... C'est vrai. Des fois, on a du mal à pardonner, mais on peut pardonner aussi. Ça peut être aussi... vecteur de... On peut arrêter aussi également la violence pour ça, quoi. Mais pardonner, de toute façon, c'est ce qu'il faut. On reste le cœur léger. Et puis voilà, c'est accepter l'autre aussi. Voilà, et communiquer. Puis c'est accepter l'autre aussi dans sa différence. Nous sommes tous différents, on a tous des personnalités différentes. Mais voilà, il faut s'aimer et puis se pardonner et se tenir la main. Voilà, donc aimez-vous les uns les autres. Et gardons à l'esprit que les élèves ont besoin justement de travailler dans un climat serein pour réussir. Et puis, quand on a une bonne ambiance dans une école, il y a forcément de bonnes relations humaines. Merci Marie-Hélène. Avec plaisir Élise. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin. Bon. Alors, pour vos soirées en famille ou entre amis, et si vous voulez un repas simple et copieux, donc aujourd'hui, je vous propose donc une recette, la carbonara à l'italienne. Donc, il vous faut simplement des spaghettis, du jaune d'œuf, de la mozzarella, du parmesan et attention, parce qu'il n'y a pas besoin de crème pour la recette italienne. Mais je vous propose de regarder plutôt ce reportage, il est signé Mara Lourde.
Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait un classique de la cuisine italienne, les spaghetti carbonara. Les spaghetti carbonara, ils sont très connus, mais c'est vrai qu'on ne les fait pas toujours comme on devrait. Alors, les ingrédients que vous avez besoin, c'est des spaghettis, bien sûr, un peu d'huile d'olive, un peu de parmesan, de la poitrine fumée, des œufs et des poivres. Alors, les doses pour une personne, et après vous multipliez, sont un poignet de poitrine fumée, 2 œufs entiers par personne. Moi, j'utilise le nini des spaghettis, mais sinon, vous calculez 80 grammes de spaghettis par personne, ou de tagliatelle si vous préférez, et un peu de poivre et les parmesan selon les goûts. Alors, l'important pour les spaghetti carbonara, malheureusement, beaucoup de monde les fait avec la crème fraîche. Il n'y a pas de crème fraîche dans les vrais spaghetti carbonara italiens. Alors, première étape, vous mettez à bouillir de l'eau pour faire cuire votre spaghetti. Alors, c'est très important pour bien cuire la pâte à l'italienne. Il faut beaucoup d'eau, pas jamais un petit casserole pour cuire la pâte, mais une grosse casserole, beaucoup d'eau pour cuire la pâte. Vous la ramenez, vous la mettez à ébullition, vous mettez un bel gros poignet de sel gros, alors ça c'est de l'eau salée, et après vous mettez à cuire vos spaghettis. Alors voilà, je laisse mes spaghettis à cuire à peu près 8-9 minutes. Vous contrôlez le temps de cuisson sur votre boîte de spaghettis. Normalement, c'est 8-9 minutes. Et surtout, la pâte doit être cuite al dente. Al dente, ça signifie que l'âme des spaghettis, ça doit être encore légèrement croquant. Alors la pâte comme ça, elle est beaucoup plus digérable. Elle ne reste pas sur l'estomac et ça fait beaucoup, elle est plus bonne et ça fait mieux pour votre santé aussi. Alors pendant que votre spaghetti, que votre pâte ça cuit, alors vous faites revenir un peu de poitrine fumée dans un peu d'huile d'olive. Voilà. Alors voilà, vous mettez à faire revenir votre poitrine fumée. Alors moi, je n'utilise jamais de lardons déjà coupés parce que franchement, la qualité, elle n'est pas super. Je vous conseille de prendre un bel morceau de poitrine fumée et de le couper en petits cubes vous-même. Et vous aurez une qualité de poitrine qui est franchement meilleure que celui-là déjà préparé. Alors pendant que votre poitrine fumée est cuite, vous prenez votre œuf, les 2 œufs, et vous les faites bien mélanger. Vous ajoutez del parmigiano reggiano. Toujours vous continuez à mélanger. Vous ajoutez un peu de poivre. Selon bon goût. Et voilà. Ça sera la base de la sauce. Voilà, vous continuez à bien contrôler votre poitrine fumée qui ne va pas brûler, qu'elle devienne bien cuite, croquante, mais pas trop. Et en même temps, vous ne devez pas oublier de mélanger votre pâte. Alors pour la pâte, quand c'est des spaghettis, il doit déjà être à moitié cuisson pour réussir à les bien mélanger. Par contre, quand vous faites la cuisson de la pâte un peu plus pure, comme des macaroni, des penne, etc., c'est très important que vous les mélangez tout de suite quand vous mettez de l'eau. Les spaghettis, les tagliatelles, au contraire, plus vers moitié cuisson et après de temps en temps, vous les mélangez. Comme ça, elle reste bien, ça ne tâche pas. Alors, pour comprendre quand votre poitrine fumée est cuite, vous regardez toujours les gras. Les gras, il doit être changé de couleur, être un peu plus transparent. Et c'est là que vous comprenez que votre poitrine est cuite comme il faut. Voilà, bien faire revenir. Vous éteindrez votre feu et vous attendez que votre pâte elle est prête. Voilà. Là, je vais égoutter la pâte. Voilà, j'enlève un peu d'eau, mais je ne laisse toujours un petit peu. Je commence déjà à la remuer un petit peu. Voilà, et je mets mes œufs, pardon. Voilà. Et les chaleurs de la pâte et de la poêle, ils vont juste cuire qu'est-ce qu'il faut. L'œuf, elle a sent quand même une sauce crémeuse. Voilà, votre pâte, elle est prête.
Alors, la pâte les spaghettis à la carbonara, ils s'appellent carbonara parce qu'effectivement, ils sont dans la recette, ils sont noirs comme le charbon. On met beaucoup de poivre. Après, bon, on l'enlève un petit peu selon les goûts, mais elle s'appelle carbonara, ça veut dire noir comme le carbone. Le carbone en italien, c'est le charbon. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle spaghetti à la carbonara. Dans la recette originale, la seule chose qu'on change ici, c'est la poitrine fumée, parce qu'ici on ne trouve pas le guanciale, que c'est la charcuterie originale avec laquelle on fait les spaghettis à la carbonara, que c'est une charcuterie faite avec les joues de bœuf, les joues de porc, pardon. Et on utilise ça en Italie. Ici, on ne la trouve pas, mais on peut bien la remplacer avec la poitrine fumée. Bonjour Camille, alors tu nous proposes de revenir sur l'histoire de la Monique. Tu nous ramènes 61 ans en arrière. Oui, bonjour Élise, bonjour à tous. 60 ans, c'est presque rien par rapport à tout ce qu'on a fait dans les chroniques précédentes. Mais parlons plus sérieusement, je vais vous parler du plus grand drame de l'histoire maritime de la Nouvelle-Calédonie. Plus grand drame, pourquoi? Bien parce qu'encore aujourd'hui, les familles n'ont toujours pas fait leur deuil, le deuil des proches disparus, un fameux 31 juillet 1953. Alors ce jour-là, d'où venait la Monique? Eh bien, la Monique était partie de Marais pour rejoindre Nouméa, normalement. D'accord, mais avant de raconter un peu cette histoire de disparition, d'où vient ce bateau? Qui l'a construit? Eh bien, ce bateau a été construit dans le Pacifique. Il a été construit en Nouvelle-Zélande en 1946. Alors, c'était un bateau en fer et en bois. Il mesurait 32 mètres 70 pour 7 mètres 10 de large. Et donc, ce bateau, eh bien, c'est la Société des îles Loyalty qui en ont fait l'acquisition. D'accord, bon, c'est un peu plus sur le bateau. Mais pour revenir un peu à sa disparition, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de personnes étaient à bord ce jour-là? Il paraît que le bateau était surchargé. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y avait 126 personnes à bord, 18 personnes membres de l'équipage, 108 passagers, 59 originaires de Lifou, 12 originaires de Marais et enfin 29 d'Ouvéa. Et donc, pour parler de surcharge, si on peut parler de surcharge, je n'ai pas trouvé le chiffre exact du poids que pouvait supporter, le poids maximal que pouvait supporter le bateau. En tout cas, ce jour-là, eh bien, le bateau est parti avec 246 tonnes de chargement. Je te disais il paraît que le bateau était surchargé parce que l'un des premiers témoignages était celui justement du grand chef Naïsline qui affirmait que ce jour-là, le bateau était surchargé. Oui, et puis il y a eu encore d'autres témoignages, notamment le capitaine du navire Noumaï 3 qui est arrivé le même jour du départ de la Monique. Il est arrivé à Marais avec 22 passagers et ce monsieur Eugène Morigna, eh bien, il disait, j'ai retrouvé un témoignage extrait des recherches de Fortune de mer, il disait que le bateau était surchargé, surtout chargé sur le haut. Il y avait un déséquilibre car la Monique gîtait fortement sur bâbord. Nous l'avons vu partir avec un peu d'inquiétude. D'accord. Alors quand on dit le bateau gîtait, c'est quoi exactement? C'est que le bateau tanguait. En fait, il avait une inclinaison beaucoup plus forte sur un côté. Donc ça veut dire que le bateau était déséquilibré ce jour-là? Eh bien certainement. En tout cas, le bateau a quand même pris la mer à 14 heures, une heure après le départ prévu, parce que le départ était prévu donc à 13 heures. Il est parti à 14 heures pour arriver à Nouméa le lendemain, normalement à 8 heures. Mais voilà, il n'a jamais atteint Nouméa. Et apparemment, ce jour-là, il faisait beau. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Camille? Eh bien, moi, je ne peux pas le dire et on ne le sait pas vraiment. En fait, le bateau a pris à larguer les amarres à 14 heures. Et donc, quelques heures après, première liaison radio, 16h14, première communication, une autre à 16h50 et encore une dernière à 17h30. Mais après, le bateau, eh bien, il n'était plus visible des côtes de Marais. Une chose est sûre, c'est qu'il n'est jamais rentré dans le lagon de la Grande-Terre, mais
Où est-il passé? On ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des recherches, en fait? Eh bien, il y a eu plusieurs recherches d'effectuer, notamment dès le lendemain de la disparition du bateau. Il y a eu un avion qui a été affrété au directeur de la Société des îles. C'est un ami qui lui a prêté cet avion pour faire un survol. Mais voilà, zéro trace du bateau. Et quelques jours après, du 2 août au 9 août, il y a eu encore des recherches, mais voilà, sans grand succès. Mais est-ce qu'il y a au moins des débris du naufrage, justement, de la Monique? Eh bien, si c'est un naufrage, oui. Eh bien, la seule trace qu'on ait aujourd'hui, c'est une bouée qui est aujourd'hui exposée au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je vous propose de regarder un petit reportage signé Alexandre Sigura. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouée de la Monique, donc qui se trouve au musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Et c'est un objet qui est, pour nous, qui est très important, qui est plein d'émotions, parce que c'est c'est le seul objet qui provient de la Monique, dont on est sûr. D'où provient cette bouée? Lorsqu'on regarde la maquette de la Monique, ici, donc nous voyons l'emplacement des deux bouées, ici. Et pourquoi est-ce que l'on n'a pas retrouvé grand-chose? Il est à peu près certain que, vous voyez, sur la partie ici, vous avez le véhicule, donc il y avait des sacs de copra et des fûts d'essence. Sur l'avant, vous aviez 120 personnes, mais l'ensemble était recouvert par une grande bâche que l'on voit sur cette photo ici, une grande bâche qui recouvrait donc les sacs de copra, les fûts de carburant, et ici également les 100 personnes. Donc lorsque le bateau s'est retourné, eh bien, il n'a pu s'échapper que quelques fûts, donc qui provenaient certainement des côtés ici, quelques sacs de copra qui étaient sur la passerelle, et ces bouées, donc évidemment, qui ont pu sortir de leur emplacement et qui ont flotté sur la mer. Donc cette bouée a été retrouvée le 31 octobre 1953, c'est-à-dire 3 mois après le naufrage. Et elle a été retrouvée donc sur la côte est de l'île Art. Elle a donc parcouru environ 500 km, ce qui fait un déplacement environ de 5,5 km par jour. Et c'est certainement poussé par le vent et par les courants que cette bouée s'est déplacée. Mais est-ce que cette bouée provient vraiment du dernier voyage de la Monique? Bon, nous en sommes quasiment persuadés parce que le tour de côte, car la Monique assurait le tour de côte et allait jusqu'à Bélep, et si elle avait perdu cette bouée lors d'un de ses voyages, on l'aurait plutôt retrouvée sur un rivage des îles comme Neba, comme Yandé peut-être, ou alors sur la côte ouest de l'île Art. Mais là, elle a été retrouvée de l'autre côté. Donc il est fort possible, il est même quasiment certain que cette bouée est vraiment le dernier témoignage de la Monique. Cette bouée qui a été retrouvée le 31 octobre 1953, donc sur la côte est de Bélep. Et cette bouée, donc, comme énormément d'autres objets, ont été recueillis donc, dans les caves du palais de justice pour servir de témoignage. Bon, il y a des objets qui ont été retrouvés, certains objets ont été retrouvés donc, sur les îles, sur Maré, Lifou, sur la côte est, mais ces objets ne proviennent pas de la Monique. Hein, c'est la mer, vous savez, elle renvoie toujours plein d'objets et on les accumulait quand même en disant cela peut provenir de la Monique. Mais en réalité, le seul objet qui vient de la Monique, c'est celui-ci. Et 40 ans plus tard, donc en 1993, donc, on a décidé de vider les caves du palais de justice. Donc un camion est venu pour amener tout ce qui encombrait dans les caves du palais de justice pour les emmener au dépotoir. Et
Lorsqu'on a mis cette bouée sur le camion, donc un avocat qui passait à côté l'a remarqué, l'a recueilli et malheureusement il l'a laissé tomber par terre. Ce qui fait que cette bouée s'est cassée en une centaine de morceaux et c'est un ancien officier de marine qui s'appelle Alexandre Millot qui l'a récupérée pour la réparer avec sa femme. Donc pendant 2 ans, cela a duré de 1997 à 1999. Donc il a remis du mastic, il a recollé des éléments, etc. Et il a remis un peu de peinture sur Monique, Nouméa. On ne voit plus très bien aujourd'hui, mais c'est un objet quand même qui est très fragile. Et cet objet, donc une fois restauré, a été donné à la Société d'études historiques, qui, lorsque le musée a été ouvert, l'a offert au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà pourquoi cet objet, donc si précieux, se trouve ici dans notre espace La Monique. Eh bien voilà, une disparition qui a considérablement frappé la population calédonienne. Je le rappelle, 126 personnes qui ont disparu et à partir de là, eh bien quand il y a disparition, les gens parlent. Et là, ça a été le déclenchement de pas mal de rumeurs de pourquoi une telle disparition. Alors il y a eu plusieurs hypothèses, séisme sous-marin, explosion sur une mine, affolement du compas comme dans le triangle des Bermudes, acte de piraterie, enfin voilà. Plein d'hypothèses. Une chose est sûre, c'est que d'après les recherches, la seule hypothèse qui pourrait être vraiment vraie, on peut dire ça comme ça, c'est le naufrage. Et concernant les recherches qui ont été menées par Fortune de Mer en 2011? Eh bien, avant ces recherches en 2011, il y a eu des recherches en 2001 qui n'ont pas vraiment abouti. C'est-à-dire qu'ils ont englobé une certaine zone, mais voilà, sans trouver de traces du bateau. Et en 2011, nouvelle tentative, où là, petit espoir, le radar détecte une silhouette qui ressemble à un bateau, mais ce n'est pas la Monique. D'accord, donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où se trouve la Monique, à part cette bouée, et donc à savoir chaque année. Donc une stèle avait été placée en 1978 pour fêter le 25e anniversaire de la disparition de la Monique, et aujourd'hui, chaque année, on rend hommage à tous ces disparus. Voilà, et puis j'espère un jour revenir ici sur ce plateau et pour puis annoncer une bonne nouvelle que Fortune de Mer a trouvé quelque chose. Voilà, et qui sait, un jour, donc les familles pourront faire leur deuil. Merci Je l'espère. Merci Lise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.